Bonjour. Écoutez, simplement, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Vous souhaiter au nom de l'ensemble des membres de l'équipe du Monde diplomatique et bien sûr aussi au nom de tous ceux qui ont organisé cette journée. Bien sûr, nous avons un peu l'habitude puisqu'on l'organise toutes les 50 ans, mais on manquait un petit peu de rodage. C'est pour ça qu'il y a eu quelques cafouillages à l'entrée. On s'excuse auprès de ceux qui ont dû attendre. Pour ma part, j'ai préparé un petit texte. Je suis le premier intervenant et je vais avoir le plaisir de vous le lire. Je voudrais commencer d'abord par une paraphrase empruntée au sous-commandant Marcos. Je voulais dire aussi qu'on avait invité le sous-commandant Marcos et on lui avait demandé de venir fêter cet anniversaire avec nous et il nous a envoyé un message pour s'excuser de ne pas pouvoir être présent, et son message est le suivant. Avec mon passe-montagne, j'ai l'air d'un type bizarre. Et les types bizarres, du genre immigrés, basanés, prolétaires, africains, maghrébins, latino-américains, asiatiques, indigènes, zapatistes, bref, les gens comme moi, de la couleur de la terre, par les temps qui courent de globalisation, de bouchisme, de guerre d'Irak et de guerre infinie contre le terrorisme, ces types bizarres ne traversent pas facilement les frontières. Le jour où il n'y aura plus de frontières, le jour où il n'y aura plus de guerre, le jour où il n'y aura plus de discrimination d'aucune sorte, le jour où nous serons enfin tous pareils et tous différents, je retournerai avec ou sans passe-montagne à Paris, ville de la liberté, ville de toutes les résistances. Marcos a l'habitude de dire avec modestie, quand il commence une allocution, par ma voix, parle la voix des zapatistes. Alors à sa manière, je voudrais moi aussi dire en ce moment que par ma voix, parle la voix de toute l'équipe du Monde diplomatique. Et le premier mot que nous voudrions ensemble vous dire, c'est merci. Merci à toutes les personnalités, syndicalistes, écrivains, essayistes, philosophes, venus de tant de pays, parfois lointains, pour constituer le plus important rassemblement d'intellectuels et d'activistes contre la globalisation jamais réunis à Paris. Un rassemblement comparable au grand congrès d'intellectuels et d'artistes convoqués contre le fascisme dans les années 1930. Merci à tous ces artistes que vous allez voir dans un instant, chanteurs, musiciens, qui sont venus également dans un fantastique élan de camaraderie nous témoigner avec leur immense talent, leur amitié et leur solidarité. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux innombrables, formidables, qui se sont généreusement mobilisés depuis des mois sous la direction et la coordination de nos amis Maurice Lemoine et Alain Bardoneski pour faire en sorte que cet événement, ici, aujourd'hui, puisse avoir lieu. Et bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes venus si nombreux. Dans votre présence ici, nous voyons avant tout un témoignage d'amitié à notre égard, une marque de solidarité à l'égard des luttes qui nous sont communes et un signe d'adhésion à l'égard des valeurs, des idées et des objectifs que le monde diplomatique défend. Parmi ces idées, il y a, bien entendu, celle de la résistance. Et comme on commémore aujourd'hui, vous le savez, 8 mai, la grande victoire contre le fascisme en Europe, que récemment, nous avons célébré le 60e anniversaire de la publication du programme du Conseil national de la résistance, qui était alors à la pointe du progrès social et économique. Et comme dans quelques semaines, on va aussi fêter le 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie et celui de la libération de Paris, nous avons voulu placer cette journée anniversaire, oui, sous le signe de la résistance des résistances. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons tenu à ce que le premier intervenant de cette journée soit Raymond Aubrac,
un résistant légendaire, un homme qui, avec son épouse Lucie Aubrac, a résisté, les armes à la main, contre l'occupant nazi et qui incarne, à nos yeux, les plus hautes valeurs de la République. Nous avons souhaité donner aussi la parole aux nouvelles voix de la résistance aujourd'hui, à toutes celles et à tous ceux qui pensent, comme nous, que face au monde d'injustice et d'inégalité qu'est en train de bâtir la globalisation libérale, un autre monde est possible, d'autres mondes sont possibles. Parce que nous estimons que l'esprit de la résistance reste d'une brûlante actualité. Notre résistance à nous, Monde diplomatique, journal fondé il y a 50 ans par un éminent résistant, Hubert Beuve-Méry, à qui nous avons rendu hommage ce matin en allant déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe au cimetière Montparnasse, notre résistance se situe aussi et surtout dans le champ de l'information et dans le domaine des médias. Nous constatons que, à l'heure de la révolution numérique, du multimédia, d'Internet, la surabondance d'informations se traduit par une augmentation exponentielle des manipulations, des bidonnages et des campagnes médiatiques d'intoxication. La rigueur, la probité et le professionnalisme journalistique sont en chute libre. Devant des médias largement pollués, les citoyens ont de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. Les médias sont gagnés par une conception mercantile de l'information. Considérée avant tout comme une marchandise, l'information est emportée par la dérive du sensationnalisme et du spectaculaire. Il y a une production massive de mensonges. Au monde diplomatique, nous pensons qu'une autre information est possible, moins contaminée par les mensonges et les manipulations, moins déformée par les occultations, les silences et les censures. Au même titre que notre ami Pierre Bourdieu, que nous n'avons pas oublié et à qui nous dédions une pensée forte en ce jour anniversaire, nous estimons que les médias constituent aujourd'hui l'un des grands problèmes des démocraties. Il y a de plus en plus de médias, mais de moins en moins de crédibilité, de plus en plus d'informations, mais de moins en moins de pluralisme. Et nous sentons, comme nous le rappelle Noam Chomsky, que les citoyens sont plus que jamais extrêmement critiques à l'égard des manipulations médiatiques et particulièrement sensibles à tout ce qui concerne la gestion de la vérité dans les sociétés démocratiques. Après les mensonges d'État qui ont servi à tromper une partie de l'opinion et à justifier l'invasion de l'Irak, après les mensonges plus récents de M. Aznar en Espagne, au lendemain des odieux attentats du 11 mars à Madrid, nos sociétés ont pris conscience qu'elles se trouvent en état d'insécurité informationnelle. Et, un peu partout, elles se révoltent. Qui peut nous garantir que l'information que nous recevons est sûre, vérifiée, complète, rigoureuse, fiable? Quand les grands médias appartiennent à des groupes planétaires dont la préoccupation première est le profit, comment croire que ce qu'ils affirment n'aura pas pour objectif principal la défense de leurs propres intérêts qui se confondent avec ceux des grands acteurs de la globalisation libérale? Quand, en France, les principaux groupes médiatiques sont surtout des fabricants d'armes comme Dassault ou Lagardère, comment croire à leur impartialité face aux grands conflits d'aujourd'hui? Nous savions que la démocratie pouvait être trahie non seulement par le pouvoir politique, mais aussi par le pouvoir de l'argent. Mais nous découvrons à présent qu'elle peut être également trahie par le pouvoir médiatique. Naguère quatrième pouvoir qui s'opposait aux abus des trois pouvoirs traditionnels, les médias sont devenus l'un des principaux pouvoirs dans nos sociétés d'opinion. Ils cumulent pouvoir économique et pouvoir idéologique. Ils confondent souvent information et propagande et négligent de défendre le bien commun. À leur tour, désormais, les médias nous oppriment parce qu'ils cachent des faits ou des données, travestissent la vérité, censurent des analyses,
répandent des rumeurs ou diffusent des mensonges. De moins en moins de gens supportent l'arrogance de ce nouveau pouvoir médiatique qui se trompe et nous trompe souvent, mais qui n'admet pas la critique. Aussi, nous réaffirmons que dans ce domaine précis des médias, résister, c'est construire un contre-pouvoir pour faire contrepoids à la surpuissance du nouveau pouvoir médiatique. C'est pourquoi, ensemble, citoyens et journalistes, comme une expression du mouvement social qui chaque année se donne rendez-vous au Forum social mondial, résistons en construisant un cinquième pouvoir, un pouvoir civique pour stopper les abus des médias qui mentent. Oui, ensemble, mes amis, résistons aux mensonges, à la propagande et aux manipulations en proclamant avec force qu'une autre information est possible. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant introduire notre premier intervenant de l'après-midi. C'est un honneur pour moi de l'introduire, Raymond Aubrac. Raymond Aubrac, vous le savez, est entré dans la Résistance aux côtés d'une autre légende de la Résistance, Emmanuel Dastier de la Vigerie. Il a dirigé le réseau Libération Sud. Il a été arrêté en juin 1943, en même temps que Jean Moulin. Son épouse, Lucie Aubrac, et un commando de résistants ont réussi à le libérer. Il a participé à l'élaboration du programme du Conseil national de la Résistance et il a été commissaire de la République pour la région de Marseille. C'est donc une légende de la Résistance qui vous parle. Merci beaucoup.